Salut et bienvenue sur mon livre audio. Ici nous publions gratuitement les livres des auteurs africains, pour promouvoir la littérature africaine. Abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos à venir. Merci et bonne audition. Troisième partie. Une sorte de réveil. Chapitre 1. La lettre que Monique m'avait envoyée était une sorte de journal tenu au jour le jour. Il n'y avait pas de date à l'en-tête des chapitres, mais tous les faits étaient narrés selon un ordre chronologique rigoureux. Sur ces pages, Monique essayait d'analyser sa passion pour moi, ses aspirations secrètes et ses déceptions. Elle livrait ses sentiments durant cette partie de sa vie où j'étais d'abord apparu comme un prince charmant puis comme un bourreau. Et bientôt chérie. Quand cette lettre te parviendra, j'aurai mis à exécution la décision la plus grave de ma vie. Je serai partie. Ces lignes, je les ai écrites au fil des jours passés auprès de toi. Pourtant, ce n'était pas dans l'intention que tu les lises un jour. Je me disais que tu pourrais les lire après ma mort. Aujourd'hui je suis partie, c'est comme si j'étais morte et c'est pour cela que je t'envoie cette espèce de journal. Il vaut mieux te le dire tout de suite, tu ne m'as pas comprise, et bientôt, toi seul à qui j'avais cru pouvoir confier mes joies et mes peines. Une dernière fois j'essaie de t'ouvrir les yeux en te livrant mon cœur aussi sincèrement que possible. Je vais remonter très loin dans le passé, je vais remonter jusqu'au jour où tu arrivas à Bassam pour la première fois. Tu faisais alors la classe de 6e et moi, le cours moyen 2e année. J'étais encore une petite fille ignorant même jusqu'au mot amour. Dans la cour de mon père nous nous amusions sur le sable comme un garçonnet et sa sœur. Près de toi, je me trouvais bien. Étrangement bien. Je me sentais protégée par toi et j'étais fière de marcher à tes côtés. Ce que j'éprouvais pour toi, c'était une admiration, une estime profonde. Dès ce moment déjà, tu étais à moi. Pendant 3 ans nous avons vécu presque ensemble, continuant toujours à jouer. Pourtant, nos jeux n'étaient plus les mêmes. Tu ne me prenais plus à califourchon comme un bébé, nous ne luttions plus sur le sable. Nous avions grandi et commencions à être sérieux, à penser profondément. Nos jeux n'étaient plus source de joie spontanée et éclatante, mais étaient faits de paroles douces, quelquefois de sous-entendus qui nous faisaient baisser les yeux ou même d'un merveilleux silence dans lequel chacun de nous se plaisait à imaginer les pensées de l'autre. 2. Je crois que ce fut au début de la 3e que toute la vérité se fit jour dans mon esprit. Je me rappelle encore ce soir où tu me dis « Bonjour, Monique. Comme tu es jolie. » J'étais heureuse que tu eusses remarqué cela parce que je savais que tu allais me traiter désormais comme une jeune fille et non comme une gamine. Moi, je te croyais déjà un homme. Et quand le dimanche je regagnais Abidjan après vous avoir rendu visite, j'étais obsédée par ta pensée. La nuit, je n'arrivais à dormir qu'après avoir longuement pensé à toi. Les idées que je me faisais n'étaient plus celles d'une gamine. Elles étaient celles d'une jeune fille amoureuse. Je t'aimais, telle m'a paru la réalité. J'étais fière de cet amour dont je te trouvais digne. Mon Dieu, comment ne pas me rappeler ces doux souvenirs, seuls beaux ornements de ma vie. Je rêvais à notre vie future. Je crois que j'avais rêvé d'une vie simple où l'argent n'aurait eu aucune importance et où seul, l'amour profond de 2 êtres sincères dominerait toutes les difficultés auxquelles tout ménage est en but. Près de toi, j'avais espéré la compréhension, une affection que mon père, veuf et gris, n'avait jamais pu me donner. J'avais cru au bonheur. J'avais une totale confiance en l'avenir et mes désillusions n'allaient être que plus amères. Le samedi soir, quand je venais à Bassam, tu te montrais gentil à mon égard et je croyais à ton amour. J'étais aveugle et j'ignorais que ma passion était à sens unique. Mais toi, peut-être déjà voyais-tu en moi cet intense besoin d'être aimée. Est-ce pour une jeune fille une faute que d'aimer et de désirer l'affection de l'être chéri? 3. Enfant, j'étais de ceux qui acceptent le reste après le partage des cadeaux. Enfant, je n'ai pas eu le loisir d'être capricieuse.
Enfant, j'ai même accepté ce que l'on accepte rarement. Orpheline de mère dès ma naissance, nantie d'un père négligent, j'ai été livrée très tôt à l'école de la vie. Dans la souffrance, je n'ai pas éprouvé le besoin de me révolter. Contre qui me révolter? Personne n'était cause de mon infortune. Dans la souffrance, j'ai appris humblement, dignement, j'ai fait un pari, celui de gagner dans la vie par mon travail. Toi, tu étais apparu dans mon existence comme un soutien solide, garant de la réussite, du bonheur. Tu avais fini par devenir tout mon univers. Je me sentais célestement lié à toi et je ne pouvais pas imaginer que tu ne m'aimasses pas. Il était inimaginable que ta vie se détachât de la mienne et la pensée que tu fusses un jour à une autre ne m'avait jamais effleuré l'esprit. Et pourtant, à un moment, je te trouvais triste. Ton ami Koula m'apprit que tu étais amoureux d'une autre fille, Muriel. Oh et bientôt, as-tu jamais imaginé l'être aimé, si tu as une fois aimé, dans les bras d'une autre personne? As-tu jamais senti ce coup de poignard qui pénètre alors dans le flanc frémissant et saigne le cœur? Ton cœur n'a donc jamais été pressé par les griffes acérées de l'affreuse jalousie? Oh et bientôt, tu ne peux pas savoir combien ma blessure a été cruelle de savoir que ton cœur n'était pas tout à moi et que tu l'offrais désespérément à une autre. Combien de fois, dans une petite chambre d'internat, ai-je pleuré de me savoir trahi, comme une femme mariée? Et pour une fois j'ai refusé qu'on se serve à mes dépens, j'ai décidé de lutter pour défendre mon amour. J'ai essayé de conserver mon calme, de te faire comprendre que je t'aimais et que nous deux, nous nous complétions pour faire un tout plein de force capable de réussir n'importe quoi. Je t'ai fait comprendre que j'avais besoin de ton amour, de ton affection, de ta protection et j'étais dépitée de voir que tu me regardais simplement avec compassion. J'ai cherché tous les moyens honnêtes pour te faire comprendre où était ton intérêt, pour te lier à moi. 4. Tu te trompes vraiment, et bientôt, si tu crois que j'avais trouvé la solution du problème dans les rapports sexuels entre toi et moi. Crois-moi ou bien doute de cela aussi comme tu as toujours douté de moi. Cette nuit-là, je n'avais aucune idée de derrière la tête quand je suis entrée dans ta chambre. Je n'ai pas fait exprès de te provoquer tout comme je n'ai pas fait exprès de t'aimer. Quand tu t'es réveillé, tu m'avais regardé intensément et pour la première fois j'avais cru lire dans tes yeux l'assurance de ton amour pour moi. Cette nuit fatale, je n'ai pu te résister. D'ailleurs, pourquoi t'aurais-je résisté? J'avais cru être à toi. J'étais une chose que tu pouvais prendre à volonté. Je n'avais jamais pensé à une conséquence quelconque de notre nuit d'amour. Et pourtant il est arrivé un moment où je ne me sentais pas bien. Je consultai le docteur, il me dit que j'étais en état de grossesse. Dans mes rêves, j'avais bien entendu désirer un enfant, surtout de toi. J'imaginais avec quel bonheur je caresserais ce petit être, fruit de mon amour, sorti du plus profond de moi-même. Mais, et bientôt, je ne désirais pas un enfant à cette époque de ma vie. J'ai compris tout à coup que notre situation était plutôt tragique. Brusquement, il m'était apparu que notre vie d'enfance était finie, nos études gâchées, nos ambitions devenues des chimères. Nous étions obligés de faire face à une situation que le hasard avait créée. Je savais que tu allais souffrir et je n'eus d'abord de peine que pour toi. Après, j'eus le temps de me plaindre moi-même. À Bassam, quand on fut au courant de mon état, on me regarda avec dédain. J'étais une fille dégradée et mes amis même se trouvaient mal à l'aise en ma compagnie. Il fallait essuyer les allusions pleines de sarcasme, les commérages de vieilles femmes à l'affût de scandales. J'ai essayé de conserver ma dignité, je me suis moqué de toutes les mesquineries. Un seul côté de ma propre situation m'inquiétait, à peine sortie de l'enfance et plongée dans l'adolescence, je devais immédiatement me considérer comme une femme et faire face aux multiples problèmes qui se posent à une jeune maman. Mais j'avais foi en toi, j'avais de l'espoir. Car je croyais à l'amour vainqueur de toute adversité. Tu allais me protéger, tu allais m'aimer et cette pensée suffisait à me consoler de ma peine. Oh! Et bientôt, c'est à peine si tu n'as pas nié être le père de mon enfant.
Oui, j'en arrive maintenant aux souvenirs les plus récents et les plus cruels, ceux de notre vie commune. Je ne suis pas venue chez toi sans honte. J'avais l'air d'une fille qui voulait se faire aimer à tout prix, mon père t'avait contraint à m'épouser. Ne pense pas que j'ai tiré du bonheur de cette espèce de chantage. Au contraire, mon amour-propre en a cruellement souffert. Moi aussi j'ai été contrainte par la force des choses. Mon père m'aurait chassée de chez lui si je refusais de t'épouser. Où serais-je allée? Je ne connaissais personne à part lui et toi. Mais, cher Ebinto, je ne serais pas venue à Akunugbe si je n'avais pas eu la certitude que tu m'aurais aimé, si je n'avais pas cru au bonheur près de toi. Ah, le mariage. Il m'avait surprise, mais j'étais arrivée à en avoir une certaine idée. Il m'apparaissait comme un pacte dans lequel chacun des deux conjoints s'engage à comprendre l'autre en toutes circonstances et à lui pardonner si possible, un pacte où la vérité doit subjuguer les discussions mesquines, où l'amour seul doit triompher. Notre union à nous deux devait être quelque chose de bien particulier. Elle m'apparaissait comme un salut pour nous, une nécessité primordiale pour gagner notre pari avec la vie. L'heure n'était pas au découragement mais à la lutte la plus difficile, la plus âpre. Mais très tôt l'atmosphère de notre foyer m'a montré qu'il n'y avait pas de bonheur possible malgré ma bonne volonté. Je te sentais malheureux, comme humilié devant cette vie que tu étais si sûr de dominer. Et puis toi le garçon équilibré que j'avais cru connaître, toi l'homme merveilleux, l'incarnation de mon idéal, tu as fini par te montrer vulgaire et cynique à mon égard. Tu m'as même fait comprendre que je n'avais droit qu'à ton mépris. Comment mon Ebinto pouvait-il se métamorphoser ainsi? Je suis pourtant arrivée à t'excuser. Je m'étais rendu compte que j'avais épousé un garçon à l'imagination débordante et dont la vie n'était qu'une suite de frasques. Tu manquais trop de réalisme. Il fallait attendre que tu mûrisses avec le temps. Patiemment j'ai attendu, accusant ton animosité avec sang-froid. Mais tu as exagéré, Ebinto. Non content de me faire souffrir moi-même, tu as tué mon enfant. Comme j'aurais voulu avoir encore ce petit être sorti de mon ventre. Peut-être m'aurait-il aimé? Au moins il se fut laissé aimer et n'eût pas accueilli ma tendresse avec mépris. Quand tu as prononcé ces mots fatidiques. Tu ne le verras jamais, il est mort, j'ai compris que c'était la fin de tout, vraiment l'extrême. Il ne pouvait plus rien m'arriver de pire. 6. Pendant ces quelques mois de vie commune, le projet de partir s'est quelquefois imposé à moi. Oui, j'ai voulu partir n'importe où, traîner ma misérable vie dans quelque endroit où nul souvenir de toi ne vint m'effleurer. Mais j'ai toujours repoussé cette idée. D'abord je pensais qu'il était de mon devoir de t'aider à retrouver ton équilibre, à guérir. Et il y avait en moi ton enfant. Que pouvais-je faire pour lui, moi toute seule et sans aide? Et puis, si je m'en suis pas allée, c'est parce que j'ai peur. Je n'ai pas honte de te le dire. La solitude me fait peur et je n'ai plus personne. Je n'aurais jamais eu le courage de partir si tu ne me l'avais pas demandé. Tu m'as dit, tu devrais pourtant savoir ce que j'attends de toi, Monique. Tu voulais que je m'efface. Tu n'avais pas besoin de moi. D'ailleurs personne n'a jamais eu besoin de moi. Tu sais, je pars et je mourrai bien vite maintenant. Je n'ose pas penser à ce qui se passera quand je serai morte. Il ne se passera sans doute rien. Je m'effacerai comme si je n'avais jamais 71. Exister, n'ayant occupé aucune place dans le cœur de personne. Je m'engloutirai dans le néant avec mes désirs inassouvis et tes injustes reproches. J'espère que tu ne me regretteras pas. Ne me regrette pas, ne me plains pas, cela n'en vaut vraiment pas la peine. Ebinto, je te pardonne tout le mal que tu m'as fait non par charité mais par faiblesse. Je ne peux m'empêcher de t'aimer et je me méprise de ce fait. Vois-tu, il est des personnes que le mépris de l'être aimé blesse profondément et peut conduire au suicide. Je crois que je suis de celle-ci. Il en est d'autres que le mépris de l'être aimé révolte avec une violence terrible et peut conduire au crime.
J'aurais voulu être de celle-là. J'aurais voulu faire des folies pour que tu comprennes la violence de ma passion. Mais j'ai toujours pensé que la révolte, la violence résolvait moins les problèmes que la douceur. Là aussi, je me suis trompée. J'ai fini par croire d'ailleurs que je me suis trompée sur tous les problèmes de la vie. Je te souhaite, et bientôt, d'être heureux avec une femme que tu aimes vraiment, Muriel ou une autre. Qu'importe. Voilà, j'ai fini cette lettre que j'ai voulu une ultime explication. Adieu, et ben. Monique. Doucement, j'ai replié la lettre de Monique, j'ai passé le revers de ma main sur mon front moite de sueur et les larmes me sont tombées des yeux sans que je m'en sois rendu compte. La vie me faisait pleurer car je reconnaissais ma défaite vis-à-vis de l'existence. J'ai pleuré de me savoir plus méprisable que j'avais et Thénardier pour m'être acharné lâchement sur une jeune fille qui avait commis le crime de m'aimer follement. Gémir, pleurer, prier est également lâche. Longtemps j'avais soutenu la célèbre idée de Vigny, mais maintenant je comprenais que l'on pleure parce qu'on ne peut s'en empêcher. Et pleurer parfois console. Comment allais-je donc m'y prendre pour retrouver Monique et me faire pardonner ? Monique semblait avoir pris une place importante dans mon cœur. Je comprenais cet amour fou de la jeune fille, amour que j'avais toujours refusé. Comment penser ces profondes blessures que j'avais pris un malin plaisir à aggraver ? Je me sentais indigne de Monique au moment même où j'avais compris que mon univers, c'était elle. Muriel, je l'avais bien oubliée. Je ne me souvenais pas de l'avoir aimée. Oh, absurdité de la vie. Comment peut-on croire qu'il est un être conçu à notre mesure, près de qui seulement nous trouverions le bonheur ? Imagination, tu nous mènes dans la misère après avoir entretenu en nous des images irréelles et trompeuses. Que de peine nous éviterions si nous prenions chaque être pour ce qu'il est et non pour ce que nous aurions préféré qu'il fût. L'enfer que j'avais vécu n'eût été qu'un paradis si j'avais estimé Monique à sa juste valeur et n'avais pas voulu chercher en elle les perfections imaginaires que j'accordais à Muriel. Ce jour-là seulement, je compris qu'il est des femmes qui sont faites pour éblouir, pour allumer les passions et qui sont source de souffrance, puis qu'il en est d'autres qui, bien que discrètes, assurent à l'homme une vie tranquille avec non moins de plaisir. Monique était de ces dernières. Monique, si je l'avais voulu, aurait toujours su me soutenir, m'aider à lutter et à vaincre. Oui, l'amour de Monique, c'était la plus belle chose que la vie m'eût donnée. J'en étais conscient maintenant et peut-être était-il trop tard. Chapitre 2. Le chauffeur du camion m'avait dit que Monique lui avait remis la lettre très tard. Donc Monique n'avait pu partir où que ce pût être. Elle était encore à Aboisseau. Pauvre Monique. Elle ne connaissait personne dans cette ville. Comment allait-elle passer la nuit ? Sans doute à la gare routière, en plein air. Comment dormir, moi, alors que je savais la jeune fille dehors ? Il fallait arriver la nuit même à Aboisseau. Mais comment ? L'un des manœuvres de la plantation possédait une motocyclette. Je me rendis chez lui et la lui demandai. Je vis à son air qu'il n'avait aucune envie de me rendre service. Il avait raison. J'avais été si dur avec ces pauvres diables qu'il y avait de quoi avoir honte de leur demander un service. Mais il est des moments où il faut avoir le courage d'ignorer la honte. Si tu ne veux pas me la prêter, tu peux la garder, Sibiri. Je t'assure que je ne te créerai pas d'ennui pour cela. La motocyclette t'appartient et tu es libre de refuser. Je n'ai pas dit cela, monsieur Ebinto. Il me faut vraiment aller à Aboisseau. De ce geste dépendent mon bonheur, ma vie. L'homme balançait ou faisait semblant. Il voulait me faire comprendre et regretter peut-être ma cruauté passée. Oui, je comprenais ce que tout cela avait d'humiliant pour moi. Mais désormais j'étais prêt à souffrir toutes les humiliations pour Monique. Je comprenais enfin que ce qui compte en fait pour un homme c'est sa réaction face à l'imprévu. Vous pouvez l'apprendre, finit par dire le manœuvre. Je n'étais pas tout à fait remis de mon paludisme et j'étais encore faible, mais je pris la route sous une pluie fine.
J'arrivais à Aboisseau vers minuit. La ville endormie semblait morte et me donnait une étrange impression d'insécurité. Je m'arrêtai à l'autogare de Bassam. Il n'y avait aucune voiture. Je me dirigeai vers la station-service Total. Là, je vis une forme recroquevillée contre le mur de la station. Je me suis approché et à la lumière des lampadaires j'ai reconnu Monique qui dormait. J'ai eu peur de réveiller ma femme, j'ai eu peur de sa réaction en se réveillant. Pourtant j'ai posé doucement la main sur l'épaule de la jeune fille et j'ai murmuré « Monique ». Elle a ouvert les yeux et à me voir tout près d'elle, elle a pris un air de terreur que je n'oublierai jamais. Cette expression terrifiée m'a tellement fait de peine. J'ai compris que pour cette pauvre jeune fille transie, j'étais le monstre auteur du cauchemar. Monique, ai-je encore fait d'une voix pitoyable. Oui. Je suis venue pour qu'on retourne à la maison. Elle demeurait silencieuse comme si elle ne me comprenait pas. Et son silence m'accablait. Je ne t'ai pas écrit pour quémander ta pitié, eh ben. Ce n'est pas de la pitié que je ressens pour toi, Monique. Peut-être ne me croiras-tu pas, mais j'ai besoin de toi. J'ai vraiment besoin de ta présence. Je sais, tu ne peux pas oublier tes peines, mais je te demande de me faire confiance une toute dernière fois. J'essaierai de te faire oublier le passé, de te donner le bonheur que tu mérites. Elle ne disait toujours rien. Je l'ai alors prise dans mes bras. Elle n'a pas résisté. Mes mains ont caressé son visage, ont coulé sur ses épaules et se sont refermées sur elle. Je l'ai couverte de baisers et j'ai senti les palpitations précipitées de son cœur. Non, elle ne pouvait pas rester indifférente. Son corps se mit à frissonner. Elle a pleuré doucement, la tête contre mon épaule. Et la ville silencieuse a été le seul témoin de notre réconciliation. Je me rends compte que le bonheur est difficile à dépeindre. Que t'importe, lecteur, notre bonheur à nous? Je crains de t'ennuyer à décrire nos folies. D'ailleurs je ne me les rappelle plus. C'est curieux comme les images heureuses peuvent se dissiper vite de ma mémoire alors que je ne voudrais vivre que d'elles seules. Lecteur, il te suffira de savoir que les 2 mois qui suivirent ma réconciliation avec Monique furent une période de bonheur intense. Ayant subi une forte métamorphose, je compris ce que pouvait être la vraie vie au foyer. Et je croyais avoir réussi à redonner le sourire à Monique. J'avais compris quand même que Monique était un inestimable trésor de compréhension, d'amour et de sacrifice. Souvent, quand je la prenais dans mes bras, elle s'y abandonnait et s'accrochant à moi, elle me demandait « Eh ben, combien de temps durera notre bonheur ?» Et moi je pensais qu'il durerait éternellement. Monique avait à peine 16 ans, et moi, 18. Une année s'était écoulée et Monsieur Rouget consentit à nous donner un mois de vacances. Monique et moi devions partir à Akunuk où, selon nos projets, nous allions passer notre véritable lune de miel. Nos vacances, disions-nous, seraient faites de parties de pêche, de baignades dans la lagune, de promenades dans la brousse. Je t'apprendrai à nager, Monique. Tu seras une sirène mais je serai là pour t'empêcher d'ensorceler les garçons. J'ai peur de l'eau, eh ben, mais avec toi je ne crains rien. Oh. Monique, tu m'avais toujours fait confiance. Tu avais excusé mes fautes, mon crime et tu me vouais le même culte qu'autrefois, à Bassam. Monique, j'avais compris une fois pour toutes que tu étais ma vie. Un homme a besoin d'une femme, témoin de sa force, une femme qu'il aime, le comprenne. Comment avais-je pu être assez aveugle pour ne pas comprendre que tu étais la seule femme capable d'être pour moi ce témoin? Partis de la plantation de bananes assez tard, nous arrivâmes à Aboisseau à 14 heures. D'Aboisseau à Adiaké la route n'était pas trop longue mais mauvaise, car on était en pleine saison des pluies. De grandes flaques d'eau coupaient quelquefois la route en deux. Le 1000 kg, Renault roulait lentement car à certains endroits la piste était glissante. Bientôt il se mit à pleuvoir. De violentes rafales faisaient hurler les arbres bordant la route.
Devant, la visibilité était mauvaise et on n'allait que plus lentement. Soudain le camion patina à gauche. Le chauffeur surpris braqua d'un coup sec à droite et l'automobile glissa dangereusement de ce côté. Les voyageurs se renversèrent d'un côté et ce fut un désordre duquel fusaient les cris d'épouvante, les pleurs d'enfants. Une seconde fois le chauffeur braqua, à gauche cette fois-ci. Le véhicule eut un saut brusque, tourna sur lui-même et le moteur s'éteignit. Le conducteur ouvrit sa portière et sortit. Tout tremblant, je repoussai doucement Monique qui était contre moi et je descendis à mon tour. Le 1000 kilos avait fait volte-face de sorte que le devant se trouvait tourné vers notre point de départ. Et de chaque côté de la route il y avait un ravin à vous donner le vertige. Une sueur froide coula le long de mon échine. Nous remontâmes dans l'auto. Il y régnait un silence anxieux. Une des passagères s'était blessée en se cognant violemment le pied contre la banquette opposée. Le chauffeur ouvrit sa boîte à pharmacie, nettoya la plaie avec de l'alcool et la pansa. Et il se mit à sa place. Lentement il démarra et manœuvra avec précaution pour reprendre la route d'Adiaké. Il se mit à rouler lentement et je sentis qu'il tremblait un peu. Monique me fixait calmement de ses grands yeux noirs. Il n'y avait aucune trace d'anxiété sur son visage et cela me surprit beaucoup. Je lui passai mon bras autour du corps. « Monique, je ne voudrais pas qu'il nous arrive quelque chose, surtout pas maintenant que nous sommes heureux. » Pourquoi ne répondit-elle pas? Nous avons toute la vie devant nous, continuai-je. Toute la vie ou quelques heures, qu'importe. D'autres n'ont même pas eu la chance d'avoir vécu. L'attitude ambiguë de Monique me déconcerta. Je ne voulus pas discuter. Nous arrivâmes très tard à Adiaké. Il était 5h30. Un soleil plutôt éclatant réchauffait le soir qui s'annonçait gai. À l'embarcadère, nous trouvâmes que tous les bateaux pour Akunugbe étaient déjà partis. Il nous fallait nous résoudre à dormir à Adiaké. Dormir à l'étranger ne m'a jamais souri. Seul, quoique j'étais petit et qu'il m'arrivait de dormir à Adiaké, je couchais dans une pétrolette avec les apprentis de l'embarcation. Mais ce soir, j'étais un homme avec une femme. Il n'y avait pas d'hôtel. Je connaissais bien un vieil ami de mon père et cela me gênait d'aller encombrer la seule pièce du vieil homme. Il fallait donc regagner Akunugbe à tout prix. Monique y tenait et cela aussi me surprit. Monique n'était pas capricieuse et c'était à ma connaissance la première fois qu'elle exigeait quelque chose. J'envoyai donc chercher le patron d'un bateau. Le batelier, un grand quinquagénaire à la peau dure et ridée, arriva. Je lui demandai si cela était possible de nous faire traverser jusqu'à Akunugbe. « Je veux bien, moi, » répondit le bonhomme. « Mais il faut débourser. »« Combien est-ce qu'il faut ?» Il considéra la lagune pendant un petit moment et dit. « Il fait beau mais c'est mauvais présage. D'ici une demi-heure le vent va se lever et les vagues seront terribles. »« Alors, combien voulez-vous » ? « Il y a bien du danger, » fit le vieux batelier en clignant des yeux. « Encore que nous ayons à revenir la nuit. »« Enfin, dis-je d'une voix courroucée, dites-moi le prix, on verra bien. »« Tu es un grand commis ?» me demanda-t-il. « Tu m'as l'air d'un enfant. Ce que je suis ne vous regarde pas. Vous voulez, oui ou non, nous emmener à Akunugbe ? Ne te fâche pas, petit monsieur. Je vous emmène. 3000 francs seulement. Je n'avais pas fait de grandes économies, mais Monique était très économe et pendant les 2 mois de calme que nous avions vécu, elle était arrivée à mettre assez d'argent de côté. Soit, dis-je au batelier. Nous partons. Nous prîmes le large. Vous connaissez ces petits navires qui font la navette entre les villages lagunaires et la ville la plus proche. On les appelle pétrolettes. Leur coque, bien que frêle, est capable de résister aux vagues de la lagune. Ces barques chavirent très rarement.
Depuis une dizaine d'années, on n'en avait vu qu'une seule qui avait chaviré. C'était un cas particulier. Nous étions 5 dans la pétrolette. À l'arrière, le vieux batelier guidait son bateau à l'aide d'une barre rudimentaire. Le petit apprenti, se servant d'un seau crasseux, vidait constamment le navire de l'eau qui y entrait sans doute par quelques fentes de la coque. Le troisième compagnon était un vieux dioula que nous avions embarqué au dernier moment. C'était un commerçant à Bois-Soleil qui allait rendre visite à l'un de ses amis à Akunuk Bay. Il avait eu de la chance, si l'on peut dire, de nous avoir trouvés à l'embarcadère et il nous avait prié de le prendre avec nous. Assis sur une banquette, l'honorable commerçant dans son boubou blanc regardait tristement l'étendue bleu verdâtre de l'eau. Il n'était jamais monté dans une pétrolette et à son air on le sentait inquiet. Et puis c'était Monique et moi, l'un contre l'autre. Nous regardions la lagune calme qui s'étendait là-bas, très loin et d'où surgissaient quelques rares îlots boisés. Le soleil était à l'horizon et dans l'eau, de petits poissons blancs sautillaient et replongeaient promptement. L'air frais du soir balayait l'atmosphère et je regardais Monique qui respirait à plein poumon. Ses narines dilatées humaient cet air bienfaisant et je voyais sa poitrine se gonfler puis se vider. C'est merveilleux, comme l'air est doux. Oui, Monique, nous allons le respirer pendant un mois entier. J'ai hâte de retrouver ma mère, mon petit frère, ma petite sœur, ma chambre, ma bibliothèque, enfin, tout ce que je possède au monde avec toi. Je veux chanter, Et elle se mit à chanter. Sa voix était plutôt mélodieuse. Elle chantait bien et la chanson me pénétrait doucement. Soudain, l'idée fatale me traversa l'esprit. Ce fut comme un réveil, le mythe du chant du cygne. Quand ceux-ci sentent en effet venir l'heure de leur mort, le chant qu'ils avaient auparavant, ce chant se fait alors plus fréquent et plus éclatant que jamais dans leur joie d'être sur le point de s'en aller auprès de Dieu dont ils sont les servants. Un effroi incompréhensible me prit. J'étais ridicule avec cette appréhension absurde, mais c'était plus fort que moi. Je me rapprochai de Monique qui chantait, penchée sur l'eau. « Tais-toi, Monique, tais-toi. Ne chante plus. » Ma voix était atterrée. Monique me regarda calmement. « Que as-tu, Je ne trouvais rien à répondre. Elle n'insista pas pour avoir une réponse et me caressant doucement les cheveux, elle me dit « Je ne chanterai plus, Puisque cela te déplaît ? » Cela ne me déplaît pas, Monique, ça me fait plutôt peur. Je ne peux pas t'expliquer. C'est trop idiot. Qu'importe, Viens, Monique, viens près de moi. Docilement, elle vint s'asseoir près de moi. Je la tins très fort contre mon corps comme si j'avais peur qu'elle s'envolât. Monique, je t'ai fait souffrir. M'as-tu pardonné ? Ne parlons plus de cela. Es-tu arrivé à oublier ? Elle ne parla pas. Son regard se fixa vaguement dans le lointain. Un voile de tristesse passa sur son visage. Tais-toi, Monique, je t'aime vraiment comme je n'ai jamais aimé personne. Même pas Muriel ? Même pas Muriel. Et j'ai besoin de toi. La voix rauque du batelier bougonna. L'air fraîchit, c'est mauvais signe. La lagune va se lever. Cette voix me réveilla un peu. Pendant ces quelques instants, je m'étais comporté avec Monique comme si nous étions seuls dans le bateau. Je ne m'occupais pas de mes compagnons. La lagune va se lever, les enfants, bougonna une fois de plus le vieux marin. N'aie pas peur, Monique, dis-je. Et pourtant j'avais peur moi-même. Peur de quoi ? J'étais incapable de le dire. L'air en effet fraîchissait. Il se levait et soufflait de plus en plus fort. Le soleil qui allait se coucher fut recouvert subitement par quelques nuages. Le ciel s'assombrit et l'ombre se déversa sur les eaux verdâtres de la lagune. On sentait l'approche de l'orage.
Rapidement de gros nuages noirâtres couvrirent le ciel et la brise devint encore plus violente. À l'ouest tout était devenu très sombre. Le ciel couvert se confondait avec l'eau et on ne pouvait deviner où finissait l'eau et où commençait le ciel. Les vagues s'étaient levées et grossissaient de manière inquiétante. Elles heurtaient la coque de l'embarcation qui commençait à tanguer dangereusement. Dans le ciel noir, des éclairs intermittents zigzaguaient et donnaient une certaine vue de la lagune écumeuse. Soudain un effroyable coup de tonnerre emplit la nuit de ses 1000 échos. Alors l'orage éclata. Une grêle de pluie s'abattit sur la lagune avec une force terrifiante. Tout était noir et on ne voyait d'horizon nulle part. Tout se confondait. Et le vent et la pluie mêlés hurlaient sinistrement. La petite barque, balançant d'un côté puis de l'autre, avançait cependant. Le vieux matelot connaissait son chemin par cœur. Et il luttait avec sa barre, tâchant de garder la direction malgré les vagues et le vent. Le commerçant Dioula avait eu une crise de panique au début. Mais à présent, il se rendait compte que seul le calme et la patience étaient nécessaires en des cas pareils. Et, recroquevillé sur sa banquette, il se mit à égrener son chapelet en marmonnant des prières. Et moi, serrant Monique dans mes bras, j'attendais que ce quelque chose annoncé par le pressentiment vînt jouer un rôle dans ma vie. Certes, j'avais déjà essuyé de telles tempêtes de lagune, mais ce n'était jamais la nuit. Enfin, peut-être n'y avait-il rien à craindre. En tout cas, Monique restait silencieuse. Elle ne semblait pas effrayée outre mesure. Seulement, elle grelottait de froid comme un petit oiseau mouillé et j'essayais de la réchauffer, de la réconforter le plus possible. Cependant, les vagues redoublaient de violence. La barque balançait très fort et alternativement, chacun de ses bords manquait de prendre l'eau. Soudain son moteur s'éteignit. Le petit bateau perdit régulièrement sa vitesse et finit par ne plus avancer. Dès lors, nous étions à la merci des vagues, nous allions à la dérive. Et le navire n'offrant aucune résistance manquait de chavirer à chaque assaut des vagues. J'étais bon nageur, mais l'essentiel c'était de sauver Monique. Comment ? J'ai eu alors l'idée d'aller décrocher l'un des 2 panneaux de sauvetage pour le cas où le pire arriverait. Attends, Monique, je vais près du batelier prendre le panneau de sauvetage. Adieu, et ben. J'ai essayé de découvrir ce qu'exprimait ce visage que cachait l'ombre. Mais je n'ai pas compris que ce visage pouvait être baigné de larmes, que ces mains qui désespérément me retenaient étaient la dernière expression d'une lutte capitale. Voyons, si nous avons ce panneau, nous ne risquons rien même en cas d'accident. Je me détachai d'elle et fis quelques pas vers le panneau. Ce fut juste à cet instant précis qu'une grosse lame heurta la coque de flanc et fit violemment basculer le navire. J'entendis un cri, je me retournai, Monique n'était plus dans le bateau. Je plongeai aussitôt. Mais il faisait noir et on ne voyait rien. Le vent faisait trop de bruit et même si Monique criait, je ne pouvais pas l'entendre. Je me mis à tâtonner au hasard. Je fis quelques brasses et je touchai quelque chose de dur. Je le saisis, c'était le bras de Monique, je l'avais trouvé, il ne me restait plus qu'à la sauver. Elle avait dû perdre conscience, car elle était inerte. Là maintenant en surface, je regardais autour de moi. Je ne voyais plus le bateau. Les vagues l'avaient entraîné loin de nous. Et le vent et la pluie et la lagune continuaient à hurler dans l'obscurité opaque. Il fallait nager. Avec beaucoup de difficulté, j'arrivais à ôter mes chaussures et ma chemise qui m'alourdissaient, il m'était impossible d'enlever mon pantalon et cela m'ennuyait. Quant à Monique, sa petite robe courte ne gênait pas trop nos mouvements. Et je me mis à nager. Mais où aller ? Vers où me diriger ? Aller vers l'inconnu, nager jusqu'à épuisement et puis mourir. L'essentiel, c'était de pouvoir aller tout droit devant et d'éviter les détours. J'avais ainsi l'espoir d'atteindre une berge à moins de mourir avant. Les vagues étaient hautes et je ne pouvais avancer que très lentement. Je me fatiguais vite aussi.
Il fallait à chaque fois m'arrêter et par quelques artifices reprendre mon souffle. Pendant longtemps j'ai nagé, j'ai lutté contre la sauvagerie de la lagune et des autres éléments en furie, toujours chargé de mon précieux fardeau. Il est arrivé des moments où je n'en pouvais plus. J'étais à bout de force et de souffle. Mes membres affaiblis par l'effort refusaient d'obéir à mon cerveau et j'eusse été seul que je me fusse laissé couler. Mais j'avais Monique dans les bras. Et il fallait tout tenter pour que Monique vive. Il fallait qu'elle comprenne et accepte sincèrement que je l'aimais et qu'elle était tout pour moi. Je pensais à tout cela et je me disais à moi-même. Courage, encore une brasse, oui, une autre, voilà, comme ça, continue. Chaque brasse me coûtait un effort surhumain, mais il fallait toujours en recommencer une autre, puis une autre encore. La tempête cependant baissait d'intensité. Le vent et les vagues se calmaient. Et soudain, levant les yeux devant moi, je vis de la lumière clignoter dans le lointain. C'était sans doute le village d'Etuéboué ou bien un campement de pêcheurs. Mais comment arriver jusque là-bas? Je n'en pouvais vraiment plus. Je compris que j'allais mourir et je fus indifférent à cette angoissante découverte. J'étais trop lasse et je ne pouvais rien faire d'autre que de m'abandonner à une douce torpeur. Mon bras gauche serrait toujours le poignet de Monique. Dans un dernier effort j'attirai la jeune fille près de moi. Mais j'étais fatigué. Je fermai les yeux et ne fis plus un mouvement. Alors comme dans un cauchemar, je sentis que je m'engloutissais dans l'eau. Je voulus respirer et l'eau me remplit les narines, me coupa le souffle. Je sombrai dans le noir. Chapitre 3. J'ai senti une douce sensation de chaleur pénétrer en moi, j'ai perçu des voix qui murmuraient je ne sais quel secret. J'ai respiré une délicate odeur de poisson qui embaumait l'air. J'étais si bien dans cette demi-torpeur qui éloignait de moi toute réflexion. Mais j'étais obligé d'ouvrir les yeux et de regarder autour de moi. J'ai ouvert les yeux. D'abord les images me sont apparues floues, puis sont devenues plus nettes. Je me rendis compte que j'étais étendu dans une pièce presque carrée avec d'un côté la couchette de bambou, de l'autre le grand séchoir des poissons pêchés chaque jour, puis, au fond, dans un coin, une vieille malle en bois, noircie par la fumée et sur laquelle on avait déposé quelques ustensiles de cuisine. Le vieil homme qui se penchait sur moi était plutôt petit, râblé avec des articulations nouées, une tête chauve. La vieille femme assise sur un escabeau tournait vers moi sa figure ridée et affable. Le feu de bois craquait dans l'âtre et chauffait la paillote. Et les deux vieilles personnes me regardaient en silence. « Monique, où est Monique ?» demandai-je. Le vieux pêcheur promena sa grosse main sur mon épaule comme pour me calmer. « Ma femme !» criai-je, « je veux ma femme !» Je me levai du lit et chancelai. Le pêcheur me soutint et doucement nous sortîmes de la case. Il faisait bien jour et j'étais dans un petit hameau de pêcheurs. On me conduisit dans une autre cabane. La pièce était éclairée par une lampe tempête. Un jeune homme de 20 ans, assis sur une chaise, semblait surveiller une forme étendue, sur une couchette et recouverte d'un drap blanc. Mes jambes étaient devenues molles et le cœur battant à se rompre, je marchai vers la forme blanche. Je m'agenouillai à côté d'elle et levai le drap. Monique était là, étendue, les yeux clos, le visage sans expression. Elle dormait sans doute ou elle était encore évanouie. Ma main caressa son visage. Dieu, que son corps était froid et dur. Tremblant de tout mon corps, je posai ma main sur le sein gauche. Rien. Aucun battement. Monique, ma Monique était morte. J'ai pris ce corps inerte et froid contre le mien et j'ai voulu le réchauffer. Mes lèvres ont couvert de baisers ce cadavre à qui je voulais redonner le souffle. Mes larmes ont baigné ce visage longtemps méprisé puis adoré, ce visage qui ne pouvait plus me sourire. Et puis je suis resté stupide sans réfléchir. À quoi aurais-je pu réfléchir? Je me sentais si seul au monde, si impuissant devant la vie.
Tout tournait autour de moi, tout était incertain. Je croyais rêver tant la réalité me paraissait irréelle. Derrière moi, la voix du vieux pêcheur s'éleva pour la première fois. Je revenais de la pêche hier soir. La tempête venait à peine de se calmer que je vis près de ma pirogue 2 corps qui semblaient couler. Je vous ai emmené à la maison. On t'a ranimée, mais la jeune fille. Elle était déjà noyée ? Demandai-je. Noyée, non. Mais morte. Je le regardai d'un air surpris. Il retourna la tête de Monique. Vois, me dit-il. Je vis une mauvaise plaie tout juste sous la nuque. L'os du crâne devait être fracturé à cet endroit-là. Sans doute, tombée à l'eau, Monique était descendue en profondeur, en remontant en surface, elle avait violemment heurté la nuque contre l'hélice du bateau. Peut-être avait-elle été tuée sur le coup. J'avais donc désespérément lutté pour ramener sur terre un cadavre. Je vais dans mon village chercher des gens qui vont s'occuper du corps. Le vieux pêcheur chargea son fils de m'accompagner et il me donna quelques conseils. Mon fils, la vie est ainsi faite de bonheur, de misère, de séparation déchirante. Nul n'est à l'abri des vicissitudes de la vie. Le problème est de s'y faire, de s'habituer au malheur de telle sorte qu'il n'ait pas trop de répercussions sur l'équilibre de notre existence. L'équilibre de mon existence, pourrais-je jamais parvenir à l'établir ? Je l'avais déjà perdu. Il y avait Monique, après de longs mois de souffrance, elle était arrivée à me sauver. Mais maintenant j'étais seule, trop seule et le coup avait été trop fort pour que je puisse me ressaisir. Le jeune pêcheur et moi avancions sur la sente envahie à certains endroits par les broussailles. Quand nous sommes arrivés à Akunugbe, les enfants étaient toujours à leur jeu, chaque personne vaquait à ses occupations habituelles et cela me surprit presque. J'avais dans l'esprit que chaque être devait être triste ce jour-là, que le monde entier devait pleurer Monique. On a ramené le corps de Monique à Akunugbe. On l'a enterré. C'est fini. Jamais plus je n'allais revoir Monique, jamais plus je n'allais entendre sa voix si douce et toujours empreinte d'amour. J'ai pleuré doucement, longuement, sans prêter attention aux gens qui essayaient de me consoler. Dans ma chambre d'enfance, la chambre même où je voulais vivre un mois de bonheur plein avec Monique, j'essayais de ranger mes pensées. Il m'a paru que très souvent, on ne découvre dans son cœur l'importance d'une personne que quand on l'a perdue. Après Monique, il y avait ma mère, certes, mes frères aussi. Mais ma mère ne pouvait pas remplir le vide laissé par Monique. Personne n'était capable de combler ce vide. Doucement, derrière moi, maman est entrée. Elle sanglotait. Ebinto ? Oui, maman. Mon petit Ebinto, pourquoi as-tu fait cela ? Je ne comprends pas, maman. Tu l'as tué. Qui donc ? Ta femme. Que pouvais-je répondre ? D'une manière ou d'une autre, j'étais responsable de la mort de Monique. Elle l'a écrit, ta femme. Il y a 4 mois de cela. Elle disait que tu ne l'aimes pas et qu'elle avait l'horrible pressentiment que tu voulais la tuer. Assommée, j'ai pourtant essayé de réfléchir. Alors seulement une foule de détails ont afflué à ma mémoire. L'attitude ambiguë de Monique, son obstination à vouloir arriver la nuit, tout cela m'amena à une triste et terrible appréhension. Monique se serait-elle suicidée ? Je n'avais peut-être pas réussi à la guérir, à lui faire oublier la vie d'enfer qu'elle avait vécue. Et j'avais été trop égoïste pour ne pas m'apercevoir que si je nageais dans le bonheur, Monique, elle, continuait à vivre un enfer insoupçonnable. J'aimais beaucoup ma femme, maman. Mais personne ne peut me croire ni me comprendre. Moi-même, je n'arrive plus à comprendre. Me retrouver dans tout cela ? Le rêve, la réalité ? Non, vraiment, je ne pourrai jamais savoir où ces deux choses se séparent, j'essaierai peut-être de saisir ma réalité dans ce monde chaotique où tout se heurte. Plus tard peut-être, quand j'en aurai le courage.
Maintenant, je renonce à réfléchir. Je ne veux plus me torturer. Je suis sorti et j'ai commencé à siffler. Je crois qu'on m'a pris pour un fou. Ayame, 25 août 1970.